Yorana, bienvenue dans Horizon Teahupo'o, un podcast consacré au surf et plus particulièrement à Teahupo'o. En effet, dans quelques semaines, nous aurons le plaisir, l'honneur d'accueillir l'épreuve de surf des Jeux Olympiques. L'occasion pour nous de revenir sur la place de ce sport en Polynésie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le surfeur Steven Pearson. Steven, Yorana. Et Yorana. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, voilà, je m'appelle Steven Pearson, j'ai 39 ans. Je suis donc moniteur de surf dans ma propre école, donc gérant de Tahiti Nui Surf School. Et je suis également assez régulièrement coach pour la Fédération tahitienne de surf. Et donc je coach les sélections de Tahiti, surtout junior et cadet, comme récemment il y a eu pour le championnat du monde au Salvador, ISA. Alors, comment toi tu as commencé le surf? Alors, j'ai commencé déjà en bodyboard, en faisant du stand-up, donc debout sur le buggy à Papeete. Donc, Katia Adjé à la ligne droite. Tu as grandi du côté de Papeete? Voilà, j'ai passé toute mon enfance sur Papeete. Ensuite, Tiare, Mahena. Et pour finir, sur Mateya et ensuite Papara. Donc, tu as toujours été dans des communes qui sont des communes surf, entre guillemets. Voilà, donc pour la petite histoire, hein, ma maman, elle essayait de chercher on va dire, des maisons loin de la ville, donc moins coûteux au niveau de la location. Donc c'est pour ça qu'on habitait un peu plus dans les districts que vers la ville. Est-ce que c'était facile à cette époque d'apprendre à surfer? Alors au tout début, je surfais avec les copains du quartier à Papeete, et donc sur un buggy. Et ensuite, j'ai eu un beau-père qui avait une planche de surf et je piquais la planche de surf de temps en temps pour aller surfer, mais j'avais pas le droit normalement. C'était simple de commencer le surf à cette époque-là? Alors, j'ai pas vu de difficulté. Après, je faisais beaucoup de sport, hein. Je touchais un peu au volleyball, au basket, au football. Et voilà, déjà le surf, j'avais pas le droit d'aller à la mer sans maman. Donc, c'était vraiment avec les copains par-ci par-là et de temps en temps avec ma maman. Donc, mais c'est sûr, on n'avait pas le matériel qu'on a aujourd'hui. J'ai commencé, on faisait même du surf avec le Taurari, hein, des planches en bois. Hein, voilà, hein. Donc, on essayait de s'amuser avec ce qu'on avait. Et c'est très tard que j'ai une planche de surf, c'est à l'âge de 13 ans. Okay. Donc aujourd'hui, on voit les enfants qui sont sur des planches en surf en résine dès 4 ans, 5 ans, quoi. Et c'était comment, en fait, quand tu as commencé l'ambiance sur les spots, quand tu as commencé à surfer? Alors, bien sûr, l'ambiance était beaucoup plus, on va dire, amicale sur les spots. Le surf n'était pas aussi, on va dire, connu. Donc maintenant, avec le nombre de compétitions, la Tahiti Pro, on va dire le surf qui a été intégré au JO. Donc le surf a pris beaucoup d'ampleur et maintenant on a beaucoup plus de pratiquants sur les spots de surf. Donc voilà, maintenant on commence à ressentir quelques tensions, bien sûr, ce qui est normal, hein, quand il y a une surpopulation sur un spot, il y a des tensions qui se créent. En plus maintenant, voilà, ayant une école de surf, je vois aussi que la population, des fois, elle est un peu, on va dire, un peu agacée de toutes ces écoles qui se montent. Et ça, je le comprends tout à fait. Et c'est pour ça que moi, avec mon école, connaissant bien les alentours de l'île, je me déplace beaucoup sur la côte est, sur la côte nord, sur la côte sud, sur la presqu'île. Et j'essaie toujours de trouver là où il y a le moins de monde pour exercer faire mon travail et pour que les enfants soient dans une meilleure sécurité, on va dire. Alors, à quel moment tu commences à te lancer dans la compétition? Alors, je me suis lancé dans la compétition qu'à partir de 13 ans, quand j'ai commencé à avoir ma planche en résine. J'ai le club de Tewiva, Nathalie Massin et Pascal Massin, qui m'ont demandé de rejoindre leur club. Et voilà, j'ai commencé la compétition très tard, hein, 13 ans. Et par contre, là, j'ai plus rien lâché. J'ai arrêté le football parce que j'étais bien lancé dans l'AS Dragon au football. Et donc l'entraîneur n'était pas content, mais voilà, après, je me suis lancé sur les compètes locales. J'ai tout de suite été sélectionné pour être dans l'équipe tahitienne KD Junior pour partir au championnat du monde. Donc voilà, je remercie le TUVA, hein, qui m'a bien poussé d'ailleurs avec Pascal et Nathalie. Et c'est par là qu'après après l'obtention de mon bac, j'ai commencé à faire des Pro Juniors, des WQS.
Et voilà quoi. Alors, tu as un sacré palmarès. Tu as été plusieurs fois champion de Tahiti, vice-champion de Tahiti KD Junior et Open. Toi, quel regard tu portes sur ta carrière en tant que surfeur? Alors, euh, franchement, euh, étant de Tahiti, on vit quand même au paradis. Euh, donc, j'ai pas à me plaindre. Mhm. J'ai toujours surfé dans de l'eau chaude, dans de belles vagues. Et au niveau de ma carrière, ben, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire toutes ces compétitions-là. Mhm. C'est sûr, des fois, on entend Michel dire, ah, c'est difficile et tout quand on est loin de Tahiti. Il a tout à fait raison. C'est très compliqué d'aller surfer dans de l'eau froide alors que tu as l'habitude de surfer dans l'eau Mhm. chaude. Aller dans des grands pays où, ben, en fait, chez nous, c'est assez convivial, on va dire, amical. Mhm. Tout le monde se connaît. Tu arrives dans des grands pays, personne ne te connaît. Tu es un inconnu et tout. Tu es loin de ta famille. Donc, voilà, c'était ça un peu le côté difficile. Mais après ma carrière, j'ai gagné un WQS. J'ai fait énorme. Ici à Tahiti, j'ai fait tous les podiums qui peuvent exister Mhm. sur les compètes locales. Et j'ai fait des VQS, j'ai intégré la Tahiti Pro, donc je suis plutôt satisfait de ma carrière, même si j'ai pas intégré le top 44 et le Ouais. top 33. Donc j'ai été qualifié sur les Primes, qui sont appelés aujourd'hui sur les Challenger Series. Series. Donc voilà, j'ai fait un peu mon parcours et je suis satisfait et j'essaye de donner toute cette expérience-là à mes élèves et à mes enfants pour qu'ils puissent faire mieux que coach et mieux que papa pour mes enfants et qu'ils puissent aller encore plus loin que moi. Justement, quand dans ton adolescence, tu commences à faire les compétitions locales et tout, à quel moment tu envisages une carrière de surfeur professionnel? Comment la transition elle se fait? Alors, j'étais pas aussi, on va dire, euh, pas comment on dit. T'étais pas, tu voulais pas forcément devenir surfeur pro, c'est ça? Voilà, j'ai pas eu tout de suite eu cette ambition d'être surfeur Hmm. pro. C'est venu au fur et à petit, lorsque je remportais des compétitions. Et bah déjà, je n'avais pas les moyens trop Hmm. avec ma mère. On n'avait pas les budgets pour m'envoyer aux quatre coins du monde. Hmm. J'ai même travaillé pour pouvoir faire des compètes. Ensuite, c'est en gagnant toutes les compétitions, j'ai eu des sponsors qui Hmm. m'ont permis d'aller à l'extérieur. Mais au tout début, quand j'étais petit, c'était pas vraiment mon rêve d'être surfeur pro. Je voulais plus être footballeur professionnel au départ. Alors justement, à un moment, tu te lances sur le WQS, c'est l'antichambre un peu du circuit du championnat du monde, c'est de WCT. Raconte-nous un peu ton expérience en tant que surfeur pro à l'étranger. Alors, mon expérience sur les compétitions WQS, De manière générale, à l'étranger, comment ça se fait, comment ça se passe quand on est surfeur pro et qu'on se rend à l'étranger parce qu'on a toujours un peu la vision du surfeur pro qui surfe les plus belles vagues. Comment ça se passe concrètement? alors là, étant, on va dire, athlète du WQS, surfeur du Ouais, WQS, c'est pas du tout comme les surfeurs du WCT. ouais. On est souvent sur des vagues, on va dire, assez molles, assez compliquées, des petites conditions, Mhm. parce que bon, voilà, il y a des villes qui, lorsque c'est l'été chez eux, veulent organiser, veulent amener du monde. Donc, c'est pas les meilleures conditions et les meilleures saisons où on avait ces WQS-là Mhm. d'organiser. Mais c'était quand même magnifique de découvrir tous ces pays. Mhm. Parce que nous, à notre époque, on avait la chance et non, on va dire, parce qu'il fallait des gros budgets quand même, parce qu'il fallait voyager aux quatre coins du monde. Mhm. Par contre, maintenant, c'est pas région et tu peux rester dans ta région pour Mhm. te qualifier dans les Challenger Series Ouais. et dans le CT. Euh, Nous, avant, ben, on voyageait aux quatre coins du monde. J'étais ravi de découvrir le Brésil grâce au surf, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Europe, donc l'Amérique, tous ces pays-là, grâce au surf et en fait, grâce à mes sponsors, Mhm. parce que j'aurais jamais pu découvrir tout cela par moi-même, Mhm. en ayant, on va dire, une vie normale, sans sponsor, en faisant des études. Enfin, sauf si après on a un bon travail, mais là, par le sport, ben, en fait, j'ai découvert du monde. Enfin, j'ai connu beaucoup de gens, j'ai découvert beaucoup de pays, et ça a été de très belles années. Justement, est-ce que c'était difficile de trouver des sponsors à ton époque? Alors, à mon époque, c'était quand même plus facile de trouver des sponsors Mhm. qu'aujourd'hui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, l'économie du surf est quand même assez instable. Donc, le niveau
a encore monté le niveau des Mondial, jeunes, ouais. voilà, des jeunes, jeunes surfeurs. Il y a beaucoup plus d'athlètes. Mhm. À notre époque, il y avait moins de surfeurs quand même. L'époque de VTA David, il y avait encore moins de surfeurs. Mhm. Donc, plus on avance dans le temps, plus ça devient pro et on va dire ben, compliqué pour atteindre le haut niveau, pour avoir des grands sponsors. Ben, il faut beaucoup s'entraîner. C'est ce que j'inculque à mes enfants. Enfin, si on veut y arriver, si on veut être pro, il faut s'entraîner tous les jours. Justement, quelles sont les qualités pour être athlète professionnel et surfeur pro en particulier? Alors, les qualités pour être athlète de haut niveau, c'est bien sûr l'hygiène de vie. Mhm. Avoir une hygiène de vie correcte. Euh, Pas avoir peur de la difficulté, pas avoir peur de se faire mal à l'entraînement. C'est se donner à fond, se donner les moyens. Être, on va dire, ben, être sérieux, hein, être sérieux sur tes entraînements, voilà, sur ton hygiène de vie. Et puis, on va dire, bien aussi, on va dire, gérer tes réseaux sociaux. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, maintenant, c'est les sponsors regardent beaucoup les réseaux sociaux. Donc, faut montrer une bonne image de toi. C'est important Faut... ça aujourd'hui, l'image sur les réseaux sociaux? Ah, bien sûr. Ouais. Euh, les grosses marques, elles regardent combien tu as de followers Mhm. sur tes comptes, sur tes réseaux Les sociaux. sociaux. Elles regardent ce que tu publies, si tu Mhm. publies des bonnes choses sur toi, si tu as une belle image, si tu es sérieux, si tu, voilà, si tu fais pas n'importe quoi. Ben maintenant, dès que tu dérapes, on te zappe. Hein. Maintenant, il y a Mhm. tellement de monde et il y a tellement de niveaux. Le surf est devenu professionnel. Maintenant, on ne gagne pas autant qu'au football, qu'au tennis, Mhm. qu'au basket, mais c'est aussi pro, quoi. Alors justement, il y a beaucoup de Tahitiens qui ont tenté le circuit WQS, mais finalement, il y en a peu qui ont réussi à se qualifier pour le WCT, le championnat du monde. Le circuit mondial, comment toi tu l'expliques? Alors, comme je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps sur un autre média, donc on est moins de 300 000 habitants. Ouais. Ok. Déjà, je trouve pas mal que ben, VTA David se soit qualifié, Mhm. Michel Bourrez. Bon, c'est dommage on n'en a pas un dans chaque Bien génération, on sûr. va dire. Mhm. Euh, on est, on n'a pas les mêmes budgets Mhm. pour se former, pour former nos jeunes. Ensuite, on n'a pas la même, on va dire, économie. On n'a Mhm. pas des grosses industries Mhm. qui mettent les moyens derrière un athlète. Donc, ben, tous ces petits détails-là font que ben, il est plus dur pour un Ilien d'arriver au top niveau Mhm. que quelqu'un qui est dans un grand pays où il y a énormément d'habitants et qui ont des grandes marques pour les soutenir, qui ont les fédérations ont encore plus de budget pour les pousser. Et nous, on est une petite nation, on va dire, hein, Mhm. et voilà, moins de 300 000 habitants, on a quand même euh, d'excellents surfeurs. Alors Mhm. déjà, on a 2 Polynésiens dans les JO, enfin à Teahupo'o au JO. Mhm. Je trouve ça magnifique parce qu'il y a des pays où ils sont des millions d'habitants et ils n'ont pas de représentants au JO. Donc voilà, c'est déjà pas mal d'être représenté par deux athlètes de chez nous aux Jeux Olympiques, quoi. Alors toi, en tant que surfeur pro, quel est toi ton meilleur souvenir? Ben, mon meilleur souvenir dans Mhm. ma carrière, ça a été ben, la victoire que j'ai eue en Espagne, Mhm. à un WQS 3 étoiles. Donc ça, c'est quand même, on va dire, un sacre. Hein. C'est une belle, on va dire une belle récompense hein, de ma carrière d'avoir gagné De un tous les WQS. sacrifices, c'est un peu tous les sacrifices qui sont récompensés? Voilà, bien sûr, hein, tous les sacrifices, tous ces entraînements, tous ces déplacements. Et ben, surtout on n'est pas nombreux à avoir gagné des QS. Je pense qu'il y a Michel, il y a VTA David. Mhm. À l'étranger, je ne sais pas si on n'est pas les seuls à avoir remporté Ouais. un WQS à l'étranger, hein, plus Ouais. d'une étoile. Hein. Ici à Tahiti, après, il y a eu des WQS sur Papara, il y a Tomata, Mhm. Mateya, Mihi peut-être. Et voilà, c'est quand même une belle récompense d'avoir remporté un Qu'est-ce qu'on WQS. ressent quand on gagne ce genre de compétition? Bah, on ressent une grande satisfaction, on va dire, hein, Mhm. surtout que là, cette compète-là, elle était entre un 5 étoiles et un prime. Ouais. Donc c'était un peu le circuit européen où Explique-nous un peu les particularités, 5 étoiles, Prime. ben, ça c'est le niveau on va dire Ouais, du price money et des points ouais, dans la compétition. ok. Après quand on a un WQS peu gradé
à l'autre bout du monde où il n'y a pas d'enchaînement de compétition, Ouais. c'est pas forcément tout le monde qui y va. Hmm. Là, il y avait un 5 étoiles, donc c'était un gros QS. Ensuite, il y a eu ce 3 étoiles et derrière, il y avait un Prime. Et les Primes, il y a des gars du WCT qui y participent. Hmm. Donc, on va dire, c'était un petit circuit où tout le monde allait en Europe et tout le monde suivait toutes les étapes qu'il y avait en Ok. Europe. Et donc, remporter une de ces étapes-là, c'était quand même un exploit pour moi. J'étais heureux d'avoir battu des gars du CT qui étaient venus faire cette compète. Hmm. Euh, des champions, les meilleurs européens, enfin les meilleurs au monde, quoi. Hein, donc, j'étais content. Alors aujourd'hui, tu as ta propre école de surf, tu en as parlé tout à l'heure. À quel moment est-ce que tu as envisagé de devenir moniteur de surf? Est-ce que c'est venu assez tôt? Alors, j'ai toujours eu cette envie de partager mon Mhm. expérience, d'aider les autres. Mhm. Donc, au tout début, j'étais pas encore diplômé, j'ai aidé déjà un peu Harihoe. Mhm. Je coachais Mihi, Mhm. je coachais un peu toutes ces générations-là qui sont venues Mhm. derrière notre génération avec Michel. Et voilà, j'aimais bien partager et faire évoluer aussi les jeunes derrière nous. Et c'est par la suite que, avec ma compagne, on s'est dit, il va falloir réfléchir aussi à un Mhm. après-compétition. Donc, je me suis dit, je vais passer mon diplôme, mon BPGEPS, Ouais. pour à la fin de ma carrière, pourquoi pas ouvrir mon école. Mais c'était pas encore fixe, hein, c'était juste, Mhm. on va dire, une option, quoi. Une option, pourquoi pas ouvrir un business Mhm. ou monter mon école de surf. Donc voilà, et après, en fin 2015, j'ai pas vu grandir mon petit pendant 1 an et c'est là que j'ai dit stop. Euh, j'ai pas fait un enfant pour pas l'élever et Mhm. pas vivre à ses côtés. Donc là, j'ai ouvert mon école et de là, après, Mais j'étais tout le temps avec mon petit et du coup là, j'étais encore, on va dire, plus heureux parce que j'en avais un peu, j'étais un peu, j'en avais ras-le-bol un peu des aéroports, des enregistrements, enfin, aux quatre coins du monde, tout le temps, enfin, j'étais un peu fatigué de tout ça, on va dire. Combien de temps tu es resté toi sur le circuit pro? Alors, au tout début, j'ai fait 2 3 ans Mhm. lorsque j'avais 20 ans. Mhm. Ensuite, j'ai arrêté. J'avais plus les budgets. Je me suis consacré un peu, on va dire, aux compètes Mhm. locales et j'adorais pêcher. Donc, j'allais pêcher. J'ai gagné ma vie avec la pêche. Donc, pêche de nuit, pêche au filet, pêche de jour, en haute mer avec un copain en Putumarara. Mhm. Et du coup, je gagnais un peu ma vie comme ça. Et sur les compètes locales, avant, il y avait pas mal de prize money et je remportais les prize money et je vivais comme ça. Ok. Et c'est par la suite, j'ai rencontré ma chérie, Tehani. Elle m'a dit, mais tu vas pas pêcher toute ta vie et tout. Vas-y, t'es encore jeune. Essaye de retourner sur les compètes. Et du coup, elle m'a aidé à trouver des sponsors. J'ai retrouvé des sponsors. Donc, un des plus gros sponsors pour nous, Ilien, c'est une compagnie aérienne. Ouais. Donc, j'ai réussi à avoir en partenariat, enfin, j'ai eu en partenaire notre compagnie locale. Et c'est de là que j'ai pu encore retourner faire des compètes et tout. Et du coup, j'ai fait 4 5 ans de Mhm. WQS encore. Et ensuite, voilà, j'ai eu mon premier enfant. J'ai encore tenu 1 an et là, j'ai arrêté après. C'était important que ta compagne te soutienne dans ces moments-là? C'est quelque chose d'important en tant que com et en tant que surfeur? Ah ouais, c'est très important parce que j'avais déjà eu une petite relation à distance, c'était compliqué. Et là, venant de ta compagne qui te dit, eh vas-y, retente ta Mhm. chance, t'es encore jeune. Et après, elle me dit, eh ben, en parallèle, passe ton BPGEPS. Elle m'a un peu poussé, on va dire, à évoluer, hein. Et c'est là que j'ai repris les QS, j'ai gagné un QS, j'ai passé mon diplôme, maintenant j'ai mon école de surf. Elle m'a bien guidé, hein. Elle m'a super bien guidé, Et, et co- je peux la remercier. et justement, comment on devient moniteur de surf? Quels sont les prérequis? Alors, les prérequis pour être moniteur de surf, déjà, c'est d'avoir un niveau correct. Il Mhm. n'y a pas besoin d'être pro, hein. D'avoir un niveau correct. Ensuite, de passer son BPGEPS. Et on Avant, le passe c'était ici? BE, hein. BGEPS ici ou il faut partir? Alors, nous, notre génération, on a dû partir. Ouais. La génération avant nous, pareil. Après nous, pareil. Et là, récemment, cette année, il y a eu un groupe de Polynésiens qui ont réussi à le passer ici. Mhm. Et tout ça, c'est grâce à la venue des JO à Tahiti, Mhm. où l'JSPF
a entrepris les démarches pour organiser cette formation-là ici à Tahiti. Donc, ils ont eu beaucoup de chance de passer ce diplôme-là ici. Ils n'ont pas les frais de transport, ils n'ont pas les frais. Donc ça veut dire que toi, pour passer ton BPGEP, ça a dû partir en France, ouais. Ah ouais, j'ai dû faire des demandes d'aide. Il y a toujours des aides, il faut se renseigner. Il y a le CEFI, il y a la direction de la jeunesse et sport. J'ai eu pas mal d'aide, que d'ailleurs je les remercie beaucoup. Et par contre, le groupe de cette année qui ont réussi à passer leur diplôme ici à Tahiti, ils peuvent s'estimer heureux d'avoir fait ça à la maison. Donc beaucoup moins de frais et au chaud surtout, parce que en France... C'était où de passer le BPGEP? C'était en Bretagne? Alors j'ai passé mon BPGEP à Soustan. Il y en a qui l'ont passé à Carcan, à Bomban, et il y en a qui le passaient en Bretagne aussi, je sais, voilà. Mais moi c'était à Soustan. Ok. Alors tu encadres aussi les jeunes surfeurs au sein de la sélection. C'est quoi cette expérience en tant que coach? Raconte-nous un peu ton expérience en tant que coach. Qu'est-ce que ça t'apporte toi? Alors déjà, c'est un plaisir pour moi, comme je disais tout à l'heure, de transmettre tout ce savoir que j'ai acquis toutes ces années-là sur les compètes. Et la Fédération tahitienne de surf a beaucoup contribué à mon évolution aussi dans le surf, faisant partie des sélections cadets juniors pour les championnats du monde ISA. Donc on va dire c'est un peu un retour de ma part de m'occuper aujourd'hui de ces nouvelles générations-là. Et donc c'est un plaisir pour moi d'être coach pour la Fédération tahitienne de surf. Et bien sûr, c'est aussi une fierté d'être coach de la sélection tahitienne de surf, d'accompagner cette équipe sur des championnats du monde. Et pourquoi pas faire des petits groupes avec les plus jeunes pour les envoyer sur des compètes, peut-être pas des championnats du monde, mais d'autres compétitions pour acquérir plus d'expérience. Parce qu'on voit aujourd'hui, lorsqu'on envoie des équipes aux championnats du monde, on voit un manque d'expérience chez ces jeunes-là. Pourquoi? Parce que on est tellement loin de tout, il faut tout de suite des gros budgets pour pouvoir voyager, partir faire des compètes. Et on voit chez ces jeunes-là, voilà, ce manque d'expérience-là, et c'est ce qui fait que quand ils se retrouvent sur un championnat du monde, ils sont là, ils sont, on va dire, jetés à la gueule du loup, on va dire. Parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude, comme ces Australiens-là, ces Européens-là, ces Américains-là, de faire plein de compétitions pro avant d'arriver à une compète de telle ampleur. Donc là, ça serait bien de prendre des plus jeunes, avec la fédération, on va y travailler, et de les faire goûter à ce monde de la compétition pro déjà, avant d'arriver au championnat du monde. Voilà. Alors, tes enfants surfent. En décembre dernier, tu as surfé avec tes deux enfants lors d'une compétition. Vous avez tous gagné, fait un podium. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir surfer avec ces enfants? Alors c'est magique, hein, déjà de voyager avec ses enfants et ensuite de les voir commencer à faire de la compétition à l'étranger, donc là aux États-Unis. Donc au début, j'étais pas censé faire la compétition. Ce voyage était consacré à eux, quoi. Hein. C'était aller goûter d'autres vagues aux US et de les faire en sorte qu'ils se confrontent à d'autres enfants que les surfeurs de Tahiti, quoi, à des Américains. Et on a vu là-bas qu'il n'y avait pas que des Américains, il y avait des Australiens, il y avait des Français. Et donc, c'était un plaisir de pouvoir les voir rivaliser avec d'autres athlètes. Et arrivé sur place, je me suis dit, pourquoi pas faire la compétition avec eux, parce qu'il y avait la catégorie Open. Et c'était gratifiant de gagner. Enfin, c'était sympa de participer avec eux, moi de gagner, et eux de les voir faire podium à côté de moi et tout. C'était magique, quoi. Ça fait quoi de partager la même passion avec ses enfants, de pouvoir partager quelque chose avec ses enfants? Alors, c'est toujours agréable de partager quelque chose avec ses enfants. Là, c'est un sport. Mais plus on arrive au niveau, on va dire, on élève le niveau et on arrive au monde de la compétition, plus ça devient compliqué. Alors, surtout en sachant que je suis papa
et coach en même temps pour mes deux petits, ben, ces deux rôles-là en même temps, c'est assez compliqué, hein. Je suis assez sévère lorsqu'on est à l'entraînement. Euh, donc, c'est à moi d'ajuster, de pas trop être sévère, de faire en sorte qu'ils prennent quand même du plaisir. Mais si on veut évoluer dans un sport, on est obligé d'avoir une certaine rigueur. Et avoir une certaine rigueur à leur âge, c'est très compliqué. Donc voilà, il faut faire en sorte qu'ils s'amusent, mais qu'ils s'entraînent en même temps. Et voilà, c'est pas toujours facile. Ben, en tout cas, j'encourage les autres parents à faire de même, enfin, les envoyer dans un sport, on va dire, hein, pour qu'ils puissent s'épanouir dans un sport, parce que je vois dès qu'ils évoluent, ils sont contents, ils sont fiers d'eux, papa est fier aussi, et voilà, c'est Est-ce que magique tu aimerais de... qu'il soit surfeur pro plus tard ou... Alors bien sûr, on fait tout ce travail-là Mm, pour arriver à ça, enfin, à être surfeur pro, mais mm, s'ils n'y arrivent pas de toute façon, il y a l'école. Ils sont mm, scolarisés, ils sont obligés de bien travailler à l'école. De toute façon, c'est la carotte. Si tu travailles pas bien à l'école, il n'y a pas de surf. Ça a toujours été comme ça aussi avec ma mère. mm. Donc, on cherche quand même une certaine stabilité, hein. Donc, voilà, comme je disais, ils sont scolarisés, ils sont obligés d'aller à l'école, de bien travailler. À côté, il y a le surf. Donc, de s'entraîner, s'ils veulent être champion dans le surf, hein, on va dire, là, il y a eu une interview il n'y a pas longtemps, ils veulent être champion du monde. Donc, s'ils veulent être champion du monde, ils ont plutôt intérêt à s'entraîner, à avoir une certaine rigueur, un certain Une sérieux, une bonne certaine hygiène de vie, discipline. voilà, une certaine discipline. Donc, voilà, et on verra ce que le futur nous donnera, quoi. Ah, aujourd'hui, les écoles de surf ont un rôle important dans le développement du surf. Les enfants commencent de plus en plus tôt. Est-ce qu'on peut imaginer dans quelques années une vague tahitienne de surfeurs tahitiens sur le circuit pro? Alors, on a déjà une petite vague Mm, de petits jeunes là. Donc, il y a Liam Shankar, Tawire, mm, Anuatere, Rafa, Kai. Il y a quand même un bon vivier là. mm, Ils sont encore tout jeunes. Donc, j'espère que tout le monde va réussir à maintenir ces entraînements-là. Parce que des fois, on lâche pour d'autres sports ou on lâche pour mm. d'autres raisons. Mais on a un super vivier pour dans 4 5 ans. Même chez les filles, il y a Montréal, il y a Kelia, les Simon, Takihei. Donc, ils sont encore très jeunes, mais il faut déjà commencer à les former pour espérer les voir dans 4 5 ans performer au championnat du monde. Après, entre eux, entre nos cadets d'aujourd'hui, nos juniors cadets et cette génération-là, il n'y a presque personne. Donc, c'est à la fédération, c'est au pays de mettre les moyens pour pouvoir, pourquoi pas, voir des athlètes performer aux ISA au championnat du Mm, monde ou se qualifier dans le WCT mm. ou se qualifier dans les prochains JO. Donc voilà, il y a du travail devant nous. Ah, dans quelques semaines, tu en parles, nous allons accueillir les JO. Kaolivast et Hinifiero sont qualifiés. Comment tu juges leur change de médaille? Alors, leurs chances de médaille sont plutôt hautes, hein, parce que Vahine est quand même une des meilleures surfeuses Mm, au monde à Teahupo'o. Elle a très bien prouvé lors mm, des deux Tahiti Pro qui sont passés ces deux mm, dernières années. Pour Kaolivast, c'est pareil. Il nous a émerveillé, il nous a montré qu'il était dans le top 5, on va dire. À chaque fois, il atteint les quarts, les demi. Euh, donc, on a de grandes chances d'avoir des médailles avec ces deux athlètes-là. Et la France a de la chance d'avoir ces deux Polynésiens-là dans leur équipe pour aller chercher des médailles pour mm. les Jeux Olympiques. Alors, il y a eu aussi cette polémique liée à la tour des juges. Comment toi tu l'as vécu en tant que surfeur? Alors, en tant que surfeur, bon, c'est délicat de répondre à cette question-là, mais en tant que surfeur, ça a été très compliqué parce que les personnes qui étaient au sein de cette polémique-là étaient des copains. Ensuite, à côté de ça, j'ai travaillé en tant que bénévole, bien sûr, pour Mm, la Fédération tahitienne de surf. On a travaillé en collaboration avec le pays. mm, Donc, on va dire qu'on était assis entre plusieurs chaises. Donc, moi, ce que je pense, c'est que la population a le droit et
Et c'est tout à fait normal qu'ils cherchent à se renseigner, à ce qu'il y ait de la transparence au niveau du montage de cette tour, comment monter cette tour, de l'environnement, comment faire attention à l'environnement. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, la tour est bien en place. Elle a même été un peu réduite. Après, on verra si elle résistera aux grosses houles qui vont arriver. Pour l'instant, elle a résisté à la houle qu'il y a eu hier et avant-hier. Donc, on verra si elle résistera au prochain Codred, on va dire. Mais en tout cas, grâce au JO, les marinas sont refaites, le pont est refait, on a une belle tour. Donc, on verra comment ça va se passer les prochaines années. Alors, toi qui as surfé Teahupo'o, tu as surfé plusieurs bombes là-bas, qu'est-ce qu'on ressent quand on surfe à Teahupo'o? Alors déjà, quand on surfe à Teahupo'o, on ressent de la peur. Voilà, c'est un endroit assez hostile. Hein. C'est une des vagues les plus dangereuses au monde. Et c'est comme si j'entendais Kevin Bourez hier parler à la télé, et il avait tout à fait raison. C'est comme si il y a un mana dans cette vague-là. Hein. Il y a un esprit. Et c'est assez, on va dire, ça donne des frissons de surfer ce spot-là, que ce soit petit, moyen ou gros. Tu sais jamais ce qui t'attend. Donc, il y a toujours du respect à avoir pour un tel spot. Et de toute façon, c'est la nature. On a plutôt intérêt à se faire petit, à faire attention et à respecter cet endroit-là. Et c'est un endroit magique qui peut te donner énormément d'émotions, on va dire, qui peut te donner énormément de joie, mais aussi qui peut vite te rappeler à l'ordre et te dire reste à ta place et fais attention. Toi, comment tu vois, toi, l'évolution du surf aujourd'hui en Polynésie? Alors, l'évolution du surf, déjà en général, c'est devenu très professionnel. Okay? Chez nous, à Tahiti, c'est devenu pro aussi, mais on doit y mettre plus de moyens si on veut suivre on va dire, si on veut suivre un peu l'évolution de ce sport au niveau international. On évolue, mais pas assez rapidement. On voit des pays comme le Mexique, Puerto Rico, Costa Rica, des pays d'Amérique du Sud comme ça, presque nous dépasser lorsqu'on se déplace sur des championnats du monde. Et on voit, comme le Pérou, on voit que, en fait, on n'y met pas assez les moyens. On n'évolue pas assez vite. Et les pays qui étaient à la traîne il y a quelques années sont en train de nous dépasser. Et je sais pas, mais j'entendais Shigé il y a pas longtemps aussi. Il parlait de l'équipe de France. À l'époque, les Tahitiens étaient loin devant, étaient beaucoup plus doués que l'équipe de France. À chaque fois, ils mettaient une pâtée à l'équipe de France. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est quand même l'équipe de France qui est devant nous au classement général à chaque fois. Et ça, c'est tout simplement parce qu'eux, ils ont mis plus de moyens. Ils sont devenus plus pros. Et du coup, eux, ils ont évolué à un rythme où nous, on n'a pas gardé cette avance qu'on avait, quoi. Alors, Sylvain Persson, on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un message à adresser à la nouvelle génération de surfeurs ou à nos internautes en général? Alors, le message est toujours le même. Hein. Si on veut réussir dans le sport, il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut avoir de bonnes valeurs. Il faut aussi les jeunes qui nous regardent et qui veulent réussir dans un sport, il ne faut pas avoir peur de s'entraîner. Il faut absolument se donner les moyens de réussir. Il faut être sérieux dans les entraînements. Il faut rien prendre à la légère parce que c'est comme une pyramide, on va dire. Les personnes qui vont faire des erreurs vont sortir de cette pyramide. Au bout de la pyramide, il va rester que ceux qui ont fait des sacrifices, qui sont donnés à fond et qui ont été professionnels jusqu'au bout. C'est tout.
Merci beaucoup, Steven, d'avoir accepté cette invitation. C'est la fin de ce podcast. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, à la réalisation Jean Amarou, Thierry Ching au son, Alain Lansan à la préparation, Hivatoti pour l'habillage, Sondira De Roque et Isabelle Berthaud pour la cellule web. Vous pourrez retrouver ce podcast sur notre site internet en audio ou en vidéo, mais aussi sur la chaîne YouTube de Poésie La Première. N'oubliez pas de vous abonner ou de liker. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité.